Bienvenue, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette nouvelle webconférence. Nous sommes ravis de vous accueillir. Le thème aujourd'hui traité est un thème qui nous est cher, qui vous est cher, hein, qui est l'humain, la priorité des entreprises qui gagnent. Alors, attendez, je crois que j'ai un problème technique. Attendez, je regarde parce que pour passer le slide d'après, j'ai quelques soucis. Voilà, ça y est, il est passé, vous devez le voir normalement. Alors vous pouvez effectivement envoyer des messages par chat. Si c'est des problèmes techniques, Annie vous répondra directement. Si c'est des questions, vous pouvez les poser et bien entendu, nous nous efforcerons à la noter et à vous répondre, soit au fil de la présentation, soit on y répondra plus particulièrement, bien évidemment. Alors pour ce thème-là, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Bernard Bourigeaud, qui est entre autres un grand spécialiste de ce sujet, qui communique énormément sur cette thématique, hein, donc de l'humain, et d'ailleurs il l'a fait dans toute sa carrière de chef d'entreprise. Et en effet, Bernard a une carrière à la fois importante et divers dans différents domaines d'activité. Il a bien évidemment fondé et dirigé le groupe Atos pendant 17 ans. Et avant cela, il a présidé Deloitte en France et a conduit aussi une carrière internationale avec PricewaterhouseCoopers et Continental Grain, notamment au Royaume-Uni. Alors après cette carrière très riche et très opérationnelle, aujourd'hui, Bernard est à la fois investisseur, consultant, professeur affilié à HEC. Hein, il est aussi administrateur de CGI, hein, du groupe CGI mondial au Canada, président du conseil d'administration de Nagenico en France et chairman d'Holistic Innovation à San Francisco. Il est aussi membre de l'advisory board de Jefferies à New York et operating partner d'Advent International, chevalier de la Légion d'honneur. Et il est aussi, mentionnons-le, actionnaire et membre du conseil d'administration de la société Amplitude que j'ai le grand plaisir de diriger. Voilà pour la présentation de Bernard. Alors, Bernard, parmi toutes ces nombreuses activités que je viens de synthétiser très rapidement, tu as encore le temps d'écrire des livres, visiblement. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, l'un de tes livres, inspire la webconférence d'aujourd'hui. En une demi-heure, parce que évidemment, parler d'un livre en une demi-heure, il faut savoir en extraire quelques thématiques. Qu'as-tu choisi de nous parler dans ce laps de temps? Bien, ben, bonjour à tous. J'ai choisi d'abord de parler du leadership. C'est quoi un leader? J'ai choisi de parler du recrutement parce que c'est un acte très, très difficile et très stratégique dans une entreprise. J'ai choisi de parler du fait de garder les meilleurs et de développer les compétences et aussi de donner leur chance aux potentiels qui sont souvent les plus jeunes. Voilà. Quatre thématiques, c'est déjà assez complet dans ce laps de temps, en sachant que globalement, le livre aborde une douzaine de thématiques, hein, si je ne me trompe pas. Je l'ai lu évidemment avec grande attention, mais quatre me semblent déjà éclairer suffisamment le sujet pendant une demi-heure. Alors, on va commencer par le leadership. C'est quoi un leader? C'est vrai que, et moi-même d'ailleurs qui anime les formations, j'ai souvent une confusion très forte de mes participants sur la notion de leader. Alors, c'est quoi, toi, ta définition, Bernard, du leader? Bon, d'abord, plus qu'une définition, je voudrais partager avec vous mes convictions. D'abord, un leader, c'est quelqu'un qui aime les autres. Alors, aimer les autres, ça veut dire s'intéresser à eux, ça veut dire les aider à se développer, ça veut dire parfois dire des choses difficiles. Et pour moi, toute personne qui n'aime pas les autres est inapte à diriger quoi que ce soit. Alors, un leader, il a aussi une vision, et je préfère la vision à la stratégie, parce qu'une vision, ça vous emmène plus loin et ça fait rêver les gens. Et on a besoin de faire rêver les gens qui travaillent dans une entreprise. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui doit travailler dans l'incertitude et aussi la solitude. Un leader, il est quelqu'un qui dirige une entreprise, il est tout seul. Et il a bien peu de gens avec qui il peut échanger. Et l'incertitude, eh ben, c'est parce que quand vous dirigez une entreprise,
Vous êtes à la fois une cible pour d'autres sociétés et puis vous achetez des sociétés. Donc il faut savoir gérer toutes les opportunités, toutes les menaces qui pèsent sur une entreprise. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait gérer les priorités et déléguer. C'est quelqu'un qui sait se remettre en cause. Alors moi, j'avais trouvé une méthode hein, pour ça. Toutes les années où j'ai été président d'Atos, j'avais auprès de moi un jeune avec 2 3 ans d'expérience, garçon ou fille, qui vivait avec moi au rythme de l'actualité de l'entreprise. Et dans le regard de ces jeunes, il y avait une forme de remise en cause parce que les jeunes sont formidables, ils n'ont pas encore appris à mentir et donc je pense ils peuvent beaucoup aider un dirigeant. Donc quand on dirige une entreprise, je pense que beaucoup de gens devraient faire ça. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui ne reste pas dans son entreprise, mais qui est ouvert sur son écosystème. Donc il doit rencontrer ses concurrents, qui doit rencontrer ses partenaires régulièrement et qui doit quelque part avoir une action à l'extérieur, parce que sinon, le risque, c'est qu'il soit trop refermé, il referme l'entreprise sur elle-même. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui dispense de l'énergie positive. Et c'est pour ça que un leader, il a besoin d'avoir une énergie mentale et physique très très forte. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie et j'en fais encore parce que le sport donne de la résistance. Mais il m'est arrivé aussi dans la société, quand je rencontrais quelqu'un dont je pensais qu'il n'était pas en grande forme, pour toutes sortes de raisons, de m'arrêter, de le prendre dans mon bureau pendant quelques minutes et avec l'idée de, quelque part, de le rebooster et de faire en sorte qu'il reparte avec beaucoup plus d'énergie. Et un leader, il doit inspirer et il doit aussi entraîner les autres. Et quelque part, un leader, il doit être entouré lui-même de gens extrêmement compétents qui sont eux-mêmes des leaders potentiels. Donc, plus qu'une définition en effet, hein, pas simple de résumer tout ça. Donc, c'est surtout évidemment un comportement, une posture hein, permanente, régulière, qui définit la notion de leader. Alors, je me suis permis d'ailleurs dans ton livre de reprendre quelques verbatims. Alors, il y en a une que tu as déjà exposée. Hein. Le leadership, c'est l'amour des autres. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours, on trouve pas toujours, on va dire, C'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi dans n'importe quel environnement. C'est vrai dans l'environnement politique, dans l'environnement de l'éducation, au même titre, exactement. C'est ce que tu relèves avant tout, hein, c'est aimer les autres. Hein, donc on est vraiment sur la thématique de l'humain. Et puis j'ai relevé une phrase également intéressante, donc quelqu'un qui se rapproche énormément. Hein, quiconque, tu l'as dit d'ailleurs, ne s'intéresse pas aux autres est inapte à diriger quelque entreprise que ce soit avec succès. Donc c'est un point que tu mentionnes comme étant fondamental dans la direction d'une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Hein. Absolument. Alors, autre thème que tu souhaites également éclairer, le thème du recrutement, tu as à cœur également énormément de la même manière. Alors, que peux-tu nous dire sur cette thématique-là? Alors, recruter, c'est probablement pour un chef d'entreprise l'acte le plus difficile et le plus stratégique. Et je pense qu'il faut y passer énormément de temps. Alors, même si on utilise un cabinet pour aider au recrutement, le dirigeant, mais aussi les gens qui l'entourent, doivent y passer énormément de temps. Euh, je pense qu'il faut aussi sortir un peu des sentiers battus, parce que très souvent, on recrute les gens de manière un peu moutonnière. Moi, dans la plupart des interviews que j'ai conduites et que je conduis encore, je passe très peu de temps sur le CV du candidat, mais je m'attache beaucoup à la personnalité et j'ai recruté très souvent des gens sur l'envie qu'ils avaient de venir travailler avec moi ou avec la société que je dirigeais,
où j'ai souvent recruté des gens chez lesquels je sentais une passion très, très forte. Il y a quelques années, j'avais recruté une jeune Américaine et j'avais été tellement emballé par l'interview que je ne savais pas encore le job que j'allais lui donner. Puis finalement, elle est devenue directrice des relations investisseurs. Elle a travaillé avec moi pendant 5 ans et après, elle est repartie aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle est une des directrices investisseurs reconnues, parmi les plus reconnues aux États-Unis. Vous voyez, elle a trouvé son job un peu par hasard et par chance, parce que je lui ai donné la chance euh, au moment, et je l'ai découvert au moment de l'interview. Je pense qu'il faut aussi, donc la personnalité doit être privilégiée dans tous les cas. Je pense qu'aussi, que c'est un acte tellement difficile qu'il faut que ce soit un process collectif. Donc c'est bien d'avoir plusieurs personnes dans une même entreprise qui interviewent une personne et qui donnent leur opinion. Hein, parce qu'il y a un problème de compatibilité avec les autres. Puis on peut faire une erreur. Et quand on fait une erreur, il faut la reconnaître et puis recommencer. Voilà. Alors, recruter, c'est bien, mais ça impose aussi d'intégrer. Et ça veut dire que toute personne que vous recrutez, quel que soit son niveau dans l'entreprise, le jour où elle arrive, par exemple, dans votre entreprise, il ne faut jamais la laisser seule. Il faut qu'elle ait un programme de façon à ce qu'elle se sente accueillie et partie intégrante de l'entreprise. Très bien. Alors là aussi, je me suis permis de piquer comme ça, au passage, quelques verbatims dans ton livre. Donc le recrutement, la décision la plus stratégique. Donc là, c'est pas une demi-mesure, c'est fondamental pour toi, donc c'est extrêmement important. Le recrutement, tu écris, est une tâche critique qui ne doit pas être déléguée et pour laquelle les dirigeants doivent investir beaucoup de temps. Alors c'est peut-être d'ailleurs, ça vient peut-être à l'encontre de certaines idées reçues. Tu as parlé de l'utilisation des cabinets de recrutement. Pour autant, ce que tu mentionnes, c'est que la mainmise, la maîtrise de la chose, c'est que le dirigeant a la voir et ne pas laisser les clés quelque part du camion au recruteur. C'est ce que tu mentionnes par là. Un cabinet de recrutement, de toute façon, travaillera beaucoup mieux s'il a en face de lui un client qui passe du temps. Évidemment. Et qui puisse effectivement bien le gérer dans cette recherche-là. Alors, effectivement, tu as commencé à aborder le sujet de l'intégration. Donc, recruter, effectivement, c'est mieux, c'est bien, pardon, mais garder et fidéliser, c'est mieux, j'imagine. Ce qui fait l'objet, effectivement, de la thématique des compétences. Oui, alors, aujourd'hui, d'ailleurs, sur le marché du travail, et notamment pour les jeunes et pour un certain nombre de postes, il y a un problème d'ailleurs de rotation trop rapide du personnel. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui savent recruter, mais elles ne savent pas retenir les gens. Alors d'abord, quand quelqu'un dans une société vous quitte, il ne faut jamais penser qu'il vous quitte pour un meilleur salaire. En général, une personne qui quitte une société, elle quitte son patron. Donc il y a toujours une responsabilité managériale dans un départ. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur les talents et sur les compétences dans une entreprise. D'abord, tous les gens sont importants. Pas uniquement les gens qui sont très diplômés ou qui ont des responsabilités importantes. Je vais vous donner un exemple. J'aide une société actuellement qui est dans le monde de l'énergie et cette société fait des travaux d'isolation. Et elle a une centaine de poseurs, de gens qui vont dans les maisons des particuliers pour faire des travaux d'isolation. Bon, ben ces poseurs, ce sont les seules personnes qui ont des contacts directs et physiques avec les clients. Donc ce sont des gens importants. Et pourtant, ce ne sont pas les gens les mieux payés dans l'entreprise. Donc ces gens-là, il faut les considérer au même titre que le directeur commercial ou que le directeur financier. Je pense que la plupart des gens dans une entreprise, ils ont besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance,
il n'y a pas besoin que ça se manifeste tout le temps, mais il faut le faire. Quand quelqu'un a bien fait quelque chose, il faut le dire. S'il a mal fait, il faut lui dire aussi, hein. Donc je pense que rien ne remplace la relation directe avec les gens, la relation directe et franche. Euh, Vous voyez sur le slide une phrase qui peut paraître un peu brutale, commencer par vider les placards. Alors ça, c'est une pratique désastreuse des très grandes sociétés de, de garder dans l'entreprise des gens qui n'ont plus rien à faire et qui constituent d'ailleurs un très mauvais exemple pour les autres salariés. Je pense que le point essentiel, c'est aussi le fait qu'il faut développer la formation pour la plupart des gens, parce que les gens ne feront plus des carrières linéaires dans une entreprise et ils devront se former constamment. Donc la formation est aussi une manière de s'occuper et de reconnaître les salariés qui travaillent dans une entreprise. Et il y a bien d'autres idées que nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui. Dans le sens, hein, très clairement, de nous, Amplitude, ce que l'on fait de nos stages, hein, c'est la reconnaissance, tu en as parlé, donc on fait travailler les stagiaires sur la reconnaissance, le feedback, qu'il soit positif, alors je vais pas négatif, mais on va dire sur le feedback de manière générale, c'est-à-dire c'est bien, on dit, c'est moins bien, on essaie de comprendre pourquoi et on essaie effectivement d'améliorer la situation, c'est fondamental. Donc là aussi, hein, j'ai relevé quelques expressions, hein, et tu ne vas pas non plus dans la demi-mesure dans la façon de les exprimer, puisque apparaît pas, excusez-moi. Bon, je crois qu'il apparaît quand même, hein. Garder les meilleurs, c'est vital. Donc là, on est vraiment dans la, voilà, c'est dans la vie, dans la survie, hein, c'est vital de les garder. Hein, les compétences des femmes et des hommes qui travaillent dans l'entreprise représentent l'actif le plus précieux et le plus stratégique. Il faut en permanence, finalement, le développer, le valoriser, l'alimenter. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre phrase, une autre citation qui me vient à l'esprit, qui est de dire, de Henry Ford d'ailleurs, qui dit: les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes, qui sont effectivement pas quantifiés dans un bilan de l'entreprise, qui fait malgré tout partie d'un actif important de l'entreprise. Oui, juste un mot, hein, parce que qui n'est pas sur le slide. Il y a dans la vie d'un salarié dans une entreprise un événement important chaque année, c'est l'évaluation annuelle. Et moi, je trouve que dans beaucoup de sociétés, elle est très mal faite. On n'y passe pas suffisamment de temps. Et il y a des techniques qui se sont développées, comme la technique du 360, que personnellement, je n'aime pas, parce que je trouve que c'est une technique hypocrite qui permet de pallier à l'incompétence de certains managers qui ne savent pas faire des évaluations annuelles. Bien, autre. Au moins, c'est dit. Alors nous, on fait les 360, hein, d'ailleurs, on organise, on fait aussi des 180. Alors tu réponds peut-être plus à ce que tu voulais dire. Voilà, et on le fait aussi. Bien, alors, je crois que tu souhaitais rajouter également autre chose au niveau de la gestion des compétences sur une thématique plus particulière que sont les hauts potentiels, je crois. Oui, alors moi je crois qu'il faut d'abord particulièrement s'attacher aux jeunes. D'abord, je pense que dans toute société qui ne recrute pas des jeunes affaiblit sa position. Et recruter des jeunes, ça devient de plus en plus difficile parce que vous avez aujourd'hui 30% des étudiants en France qui ne veulent pas venir travailler dans une entreprise, ils veulent créer leur propre entreprise. Donc c'est plus difficile d'attirer. Et donc, quand on recrute des jeunes, il faut très vite identifier leur potentiel. Dans la société que je dirigeais, Atos, pendant pas mal d'années, nous avions un programme qui s'appelait le programme Gold, où pendant un an, on prenait des promotions de 80-90 personnes qui, pendant un an, alors ils ne travaillaient pas à plein de temps dans ce programme, mais régulièrement, tous les mois, ils passaient du temps et ils recevaient des formations
formation à laquelle je participais personnellement avec les membres du comité exécutif. Et à l'issue de ce programme, ou à la fin du programme, on les faisait travailler sur un projet réel. Et à la fin, ils devaient présenter leur projet devant le comité exécutif du groupe. Et ensuite, ces hauts potentiels, bon, on leur donnait des responsabilités accrues. Hein, et moi, je pense que quand quelqu'un est identifié comme un haut potentiel, ben, il faut lui donner des objectifs plus ambitieux, en sachant qu'il y a des gens qui vont plus vite dans une entreprise. Mais ce sont des gens qui nécessitent un niveau de reconnaissance plus élevé, et ce sont des gens dont il faut s'occuper. Mais ils sont absolument indispensables à l'avenir de l'entreprise. Et quand je dis au potentiel, ce n'est pas uniquement des jeunes, ça peut être des gens qui ont déjà quelques années de carrière, mais qu'on n'avait pas vraiment reconnu dans le passé, dans la société en question. Hein. Donc, dans le programme Haut potentiel d'Atos, il y avait des gens qui pouvaient avoir jusqu'à 45 ans. Très bien. Et effectivement, j'ai noté dans ton livre qu'il fallait avoir une gestion très personnalisée, un suivi, plutôt qu'une gestion, un suivi très personnalisé de ces personnes-là, puisque tu écris que les hauts potentiels doivent être correctement identifiés. Il faut leur donner leur chance en prenant des risques, accélérer leur développement car ils sont pressés, et ne pas hésiter, c'est ce que tu as mentionné, à leur donner finalement des objectifs très ambitieux. Alors, moi, ça me pose question, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque là d'une gestion des ressources humaines à deux vitesses en entreprise? Non, la gestion des ressources humaines, c'est peut-être une mauvaise expression. De toute façon, les gens doivent être gérés de manière individuelle. Et donc, chaque personne, on doit comprendre chaque personne, l'écouter, comprendre ce qu'elle souhaite. Et normalement, tout ça devrait revenir à travers les évaluations annuelles si elles sont bien faites. Et adapter et faire en sorte. L'idéal dans une entreprise, c'est de mettre quelqu'un là où on pense que ses compétences sont les plus utiles. Et si en même temps, c'est l'endroit où la personne souhaitait aller, alors ça, c'est idéal. Mais c'est pas facile à réaliser. Tout ce qu'on dit là, c'est pas une science exacte. Hein. Donc, on peut avoir les meilleurs objectifs du monde. L'humain, on ne peut pas décliner l'humain en un jeu de règles, ça serait trop facile. On peut peut-être s'arrêter 30 secondes, je vois plusieurs commentaires. D'abord, merci en tout cas pour les personnes qui disent que ce sont des très bons conseils donnés. Le titre du livre, vous l'aurez, hein, vous l'aurez tout à l'heure, évidemment. Et puis peut-être cette question-là qui me semble intéressante. Dans le recrutement aujourd'hui, la difficulté, c'est de comprendre la génération Z qui n'a plus rien à voir avec la génération Y et qui n'aura certainement plus rien à voir avec la génération ZZ. Mais exactement. Et aujourd'hui, comme je disais, ces jeunes, beaucoup d'entre eux, ils veulent créer leur entreprise tout de suite, même sans avoir travaillé. Hein. Et il y en a beaucoup qui le réalisent. Et pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans des grandes sociétés? Très souvent, parce qu'on ne va pas leur donner l'autonomie dont ils ont envie et dont ils ont besoin. Et surtout, ils ne veulent pas ressembler aux gens qui vont les commander. Donc, il y a un véritable problème de management à ce niveau-là. Donc, pour le recrutement, on doit, dans une société, mettre en face des jeunes, non seulement les managers, mais il faut aussi mettre en face d'eux des jeunes de leur âge, qui sont employés dans la société peut-être depuis 6 mois ou 1 an, parce que c'est à ces gens-là qu'ils ont envie de parler. Donc, il faut sortir des méthodes traditionnelles de recrutement. Yana, j'espère qu'on a éclairé en tout cas une partie de la réponse à votre question. Alors, effectivement, pour revenir à la question, le titre du livre, à une autre question peut-être. La principale difficulté repose, il me semble, sur la cohabitation des deux générations. Non, moi, je crois que c'est une richesse, au contraire, à condition
qu'on sache le faire marcher. On est dans une société, je trouve, complètement folle, où on considère très souvent qu'à partir de l'âge de 50 ans, vous êtes âgé. Et à partir de 50 ans, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à faire décliner les gens. Je pense que c'est une erreur. Moi, je crois qu'il faut se servir de l'expérience des gens de 50 ans. Il faut se servir de l'expérience des jeunes. Par exemple, on ne peut pas parler de numérique sans une utilisation intensive des jeunes dans une société, parce que les jeunes sont tout numériques et ils le comprennent mieux. Mais je crois qu'on peut les deux, faire fonctionner les deux ensemble, c'est une richesse pour l'entreprise, j'en suis totalement convaincu. Il y a aussi des programmes qu'on déploie d'intergénérationnel, effectivement. Absolument. Donc le titre du livre, oui, le voilà. Le voici. Donc l'humain, la priorité des entreprises gagne. Et finalement, bon, encore une fois, j'ai lu avec attention ce livre-là. Le verbatim, moi, qui me vient à l'esprit et qui résume, synthétise finalement globalement ce livre, est le suivant, hein, c'est-à-dire seul je ne peux rien, ensemble rien n'est impossible. Et quelque part, ça rejoint un peu finalement hein, l'idée du leader qu'on avait abordé en début de conférence, Bernard. Ben oui, le leader, c'est quelqu'un qui entraîne les gens, les gens derrière lui. D'ailleurs, vous n'êtes pas leader parce que vous avez été nommé président, parce que vous avez été nommé à un poste de responsabilité. Vous n'êtes le vrai leader que quand vous êtes reconnu par les gens qui travaillent pour vous. Faut toujours avoir ça en tête. Mais c'est indispensable. On ne peut absolument rien faire seul. Il faut entraîner les autres avec vous. Alors juste avant peut-être de continuer de poursuivre, je vois quelques commentaires également. Quel avenir pour un décès d'un directeur commercial, j'imagine, de 50 ans, parce qu'il lui reste 15 ans à faire, mais 15 ans, c'est une vie, me semble-t-il. Mais de toute façon, à 50 ans, on a encore de très nombreuses années à travailler. 15 ans, d'ailleurs, c'est peut-être une période courte, ça sera peut-être 20 ans ou plus. Je ne veux pas vous décourager. Mais je crois, alors, sur le commercial, moi je pense qu'en France, on a un déficit de compétences commerciales. Donc, pour un directeur commercial, moi je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Il peut apporter son expérience à de très nombreuses sociétés qui n'ont aucune dynamique commerciale. Alors, on arrive presque au bout. Hein. Juste, donc, je confirme que c'est un excellent livre hein, que je vous recommande. Vous avez deux façons, finalement, de l'acquérir, soit de l'acheter, soit également de participer à un de nos parcours de management qui s'appelle Mastership et qui est un parcours déposé qu'on déploie soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. Et comme toutes les thématiques qu'on aborde en Mastership sont assez proches, effectivement, du livre, on a décidé de remettre pour chacun des participants, à chaque participant, un exemplaire de ce livre. Voilà, c'est une autre façon d'acquérir le livre et en plus de se former sur, et en mettant l'accent sur la création du lien et la fixation, le poser d'exigences, qui sont les deux, on va dire, thématiques fortes du manager. Hein. Créer un lien avec ses équipes et également poser des exigences. Voilà, on arrive au bout. Alors, bon, évidemment, tout ça a une adhérence assez forte avec Amplitude. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Bernard, tu nous as rejoint dans le conseil d'administration de la société, parce que ce soit en formation professionnelle, que ce soit en accompagnement individuel, que ce soit en accompagnement collectif, toutes ces thématiques, on les aborde de manière beaucoup plus détaillée. On peut s'appuyer d'ailleurs, c'est le cas avec Mastership du livre, pour le faire. Donc, on a une adhérence effectivement assez forte entre les activités d'amplitude et tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Je me permets, il reste 2 minutes, d'en profiter également pour vous rappeler que, en partenariat avec Fidal Formation, Amplitude a récemment annoncé la création d'un club hein, lors d'un petit déjeuner événement qu'on a fait le 20 novembre, d'ailleurs aussi avec la présence de Bernard qui a animé cette conférence. Donc, Fidal Formation Amplitude annonce la création d'un club des leaders de la transformation qui sera présidé par Madame Judith Giguet, qui est directrice de la transformation du groupe Engie.
Donc, on va déployer à partir de début 2019 un programme. Et si vous y êtes intéressé, et on a déjà pas mal de gens qui ont déclaré leur intérêt, n'hésitez pas, contactez-moi personnellement par mail ou par téléphone pour que je vous donne effectivement des informations plus précises sur ce club-là, qui est ouvert effectivement à toutes les personnes qui ont envie d'animer, qui ont envie également de co-participer, parce que l'idée d'un club, c'est également un échange d'expérience. Hein. C'est comme ça effectivement qu'on voit les choses. Donc si l'envie vous prend, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour conclure, maintenant, merci à Bernard, merci à vous d'avoir participé à cette webconférence, d'avoir également posé des questions. Oui, ce club est en France aujourd'hui. Peut-être qu'il aura une renommée internationale, on l'espère en tout cas, mais pour l'instant, on va s'attacher à le créer sur le territoire national. Et encore une fois, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Hein. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Je serai ravi effectivement de vous y accueillir ou en tout cas tout simplement de vous renseigner sur ce club-là. On a une prochaine webconférence, on arrive à la fin de l'année, donc on a accéléré un peu les choses la semaine prochaine sur un thème également finalement que tu abordes hein, quelque part, parce que confiance c'est plein-être au travail, on parle de bien-être, on va parler de plein-être au travail, un duo gagnant pour retenir les talents, hein, ça va en directe prise avec l'humain, la priorité des entreprises qui gagnent, et bien évidemment. Merci encore à vous, je regarde s'il n'y a pas une toute dernière question, et merci encore pour les compliments qu'on reçoit par chat sur l'intérêt de cette webconférence. Je regarde si je n'ai pas une question que j'aurais pu oublier et qu'on pouvait aborder. Bon, j'en vois pas, mais de toute façon, le téléphone et le mail restent ouverts pour poursuivre cet entretien. Je vois encore que quelqu'un est en train de nous écrire. Alors, je n'ai pas de regrets, j'attends la fin. Et non, on n'a pas abordé le management interculturel et on n'a pas abordé en une demi-heure beaucoup de thématiques, bien évidemment. On en est désolé. Avez-vous une citation qui résume tout? C'est ce que j'ai tenté de faire, c'est de dire seul, je ne peux rien, ensemble, rien n'est impossible. Il me semble que, couplé avec la citation d'Henry Ford sur, si je m'en souviens par cœur, il y a deux choses qui n'apparaissent pas au bilan d'entreprise, c'est sa réputation et ses hommes, hein, à l'actif de l'entreprise, pardon. Voilà, je pense que avec ces deux citations, on doit être dans la thématique au centre de tout. Hein. Un grand merci à vous, merci encore une fois à Bernard, et je serai très heureux de vous retrouver le 18 décembre sur Confiance et plein-être au travail. Très bonne journée à vous, merci encore, au revoir. Au revoir.